Bonjour, dans le cadre des activités du collectif Bordeaux Marinopole et pour le compte du musée d'histoire maritime de Bordeaux, nous sommes aujourd'hui accueillis par monsieur Nicolas Bardinet. Bonjour Nicolas, merci de nous accueillir, c'est un plaisir. Merci Stéphane. Mais je suis ravi de pouvoir vous rencontrer depuis longtemps, je le souhaitais, pour que vous nous parliez un petit peu de la saga de la famille, qui a démarré, si mes souvenirs sont bons, en Italie. Mais la famille, l'issue de la famille, c'est Gênes, c'est ça. Et oui, comme tout un chacun, vous compris, on n'est jamais d'ici, on est toujours d'ailleurs, on est des migrants. Absolument. Donc les Bardinet ont émigré d'Italie au XVe siècle vers Limoges. Donc mes ancêtres venaient d'un village de la côte Ligure qui s'appelait Bardineto. Ils se sont retrouvés à Limoges, où de 15e, 16e, 17e, 18e siècle, ils étaient tous chapeliers, et les fils aînés s'appelaient Jean-Baptiste. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux a dit « ça suffit, je ne serai pas chapelier, je vais vendre mon artisanat de chapeau, et mon fils aîné, je ne l'appellerai pas Jean-Baptiste ». Ce Bardinet-là, qui a donc été un de mes ancêtres lointains, a eu 3 fils. Alphonse. Il y a eu un autre fils qui s'appelait Hippolyte. Et Félix, lui, est resté à Limoges. Et Félix a eu un fils, Paul, qui était un artiste un peu, mais un génie, qui a racheté en 1866, il avait 26 ans, l'entreprise de distillerie de son patron François Bobin. D'accord. Et il s'est fait donc distillateur. Et curieusement, à Limoges, il y avait énormément de distilleries. Il y avait au moins 1000 personnes qui travaillaient dans les distilleries. Donc il a acheté sa distillerie, où il faisait ses petits produits. Et parmi les produits qu'il faisait venir, il y avait un produit un peu spécial qui s'appelait le tafia, que les gens du coin appelaient Kill Div, et les Anglais l'appelaient Kill Devil, c'est-à-dire ça tue le diable. Les Américains l'ont appelé Rum, R-U-M, les Espagnols Ron, R-O-N, et les Français, personne ne sait pourquoi, ont mis un H pour faire R-H-U-M, le rhum. Cette boisson avait une très mauvaise réputation, on l'a trouvée dans les bordels des ports, et également dans les métiers de la flibuste ou de la piraterie. Mais c'était ce qu'on appelait la boisson des marins. Qui rend des fous en plus. Ça devait titrer fort. Ça titre vachement fort. La boisson, le rhum, a commencé à connaître un petit peu de succès pendant la campagne d'Orient. Oui. Quand la France et l'Angleterre ont voulu limiter les ambitions des tsars de Russie. Comme quoi, rien n'est nouveau. Oui. Ça se passait en Crimée. D'accord, oui. Et pendant la guerre de Crimée, on a donné aux soldats un petit peu de rhum tous les matins pour leur donner le goût au combat. Pendant la guerre de 1870, pareil, les soldats ont pas mal été approvisionnés en rhum, et cette boisson a commencé à se faire connaître. Paul Bardinet, celui dont je parle, qui a acheté la distillerie, a eu 5 enfants. Marthe, dont le mari travaillait avec son beau-père, puis Édouard, Firmin, Félix et Jean. Paul ensuite a constaté un truc, c'est qu'il y avait dans la région de Bordeaux des entrepreneurs qui essayaient d'innover. Il y en a un, Honoré Olibé, les biscuits Olibé, qui avait déjà eu l'époque, au lieu de vendre en vrac ses biscuits, de les vendre dans un emballage en forme de petits camions, de petites locomotives de l'époque, pour que les mamans achètent à leurs enfants le biscuit et aussi l'emballage. Il y en a un autre, Désiré Rodel, il a une place à Bordeaux, la place Rodel. Et Désiré Rodel, lui, c'est le premier à mettre l'alimentation en conserve, un des premiers conserveurs de France. D'accord. Donc Paul, il voit ça, il voit qu'au niveau de l'alimentation, on commence à quitter le domaine du vrac. Il voit en 1850 Félix Potin, qui monte ses premières épiceries de Paris, proprettes, avec des produits dans des emballages. Il voit ensuite qu'il a des copains, Jean Dubonnet, qui crée son Dubonnet. L'autre à Angers, Édouard Cointreau, qui crée le Cointreau. Et Eman de Riclès, à Lyon, qui crée la menthe. Ça faisait beaucoup pour Paul de voir tous ses concurrents qui se débrouillaient bien avec leurs produits, et lui il s'est dit, je vais faire pareil avec le rhum. Et son principe est assez simple.
Dans la deuxième partie du 19e siècle, on a construit dans toutes les villes de France des immeubles de 4, 5, 6, 7, 8 étages. Dans chaque immeuble, il y avait 2, 3, 4, 5 appartements. Dans chaque appartement, une cuisine. Dans chaque cuisine, une armoire où il y avait du sucre, du sel, de la farine, de l'huile. La question la plus simple, pourquoi n'y avait-il pas une bouteille de rhum? Il a développé un rhum qui avait un arôme, avec un bel accent circonflexe, et qu'il a orienté vers la pâtisserie. C'est pour ça que le livre que j'ai écrit, Sud-Ouest a mis un sous-titre, L'homme qui a introduit le rhum dans toutes les cuisines de France. C'est son fils qui l'a fait, mais c'est le père qui a eu l'idée. D'accord. Alors, pour bien réussir son idée, il fallait avoir un produit repérable. Et Paul Bardinet a déposé au tribunal de commerce de Limoges, le 11 octobre 1886, son trésor. Les marques Negrita, Criolla, Mulata, Old Nichrome, et puis d'autres encore, la Esclava, la India. Il a déposé la bouteille, que vous allez voir apparaître sur l'écran bien sûr, avec son clissage. Elle est entourée de paille pour éviter de se casser dans les transports. Elle a une étiquette ovale, cerclée de rouge. Et elle a surtout la petite antillaise avec son fichu bleu et blanc, ses boucles d'oreilles, ses bracelets et son collier en corail. Seulement Paul, non seulement il a déposé ses produits, mais il a tenu à ce que ces produits soient protégés. Dès qu'une personne dans le monde essayait de le copier, il lui tombait dessus. C'est ainsi qu'en 1897, un gargotier de Quimperlé avait vendu du rhum Negrito, correctionnel. Deux négociants de Buenos Aires, Inchospe et Noé, en 1907, ont pris 6 mois de prison pour contrefaçon. Donc le lancement, la création des marques et leur protection, c'est quelque chose qui est quasiment très innovant à l'époque. Mais Paul a eu une petite astuce supplémentaire qui est une tromperie. Quand vous regardez une bouteille de rhum de l'époque, il y a écrit Rhum Negrita, Edwards and Company, Kingston, Jamaïca. Moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette société Edwards and Company? J'en ai jamais entendu parler. Eh bien si, en cherchant bien, j'ai trouvé. En 1891, avec son fils Édouard, je dis bien Édouard, Paul Bardinet a créé, Boutin dit avoir créé une société. Et je vous lis, elle est comme ça se passait à la Jamaïque, c'est en anglais, je vous lis la traduction du début du texte. À ceux qui liront les présentes, salut. Paul Bardinet de Limoges, République française, négociant, et Édouard, avec un W, Bardinet, de la même ville, négociant, mais ce dernier résident dans la ville et paroisse de Kingston, dans l'île de Jamaïque, etc. Édouard, je vous le certifie, en 1891, était en voyage de noces, était en train de faire le premier enfant, il y en aura d'autres, à sa femme, il n'était pas à la Jamaïque. Seulement, c'était une astuce, faire croire au client qu'il avait la maîtrise du produit dès l'origine, dès la Jamaïque. En plus, il poussait le vice, comme c'était très fort. Édouard Bardinet, son courrier, l'en-tête, c'était Ed Bardinet. Donc, est-ce qu'il y a un W ou est-ce que c'est Édouard ou Édouard? Ed Bardinet. Une boîte postale en France et Orange Street, Kingston, Jamaïca. Comme s'il habitait vraiment à la Jamaïque. Signalez qu'à ce moment-là, Paul Bardinet a fait une vraie société, mais en France, la maison Paul Bardinet, où il s'est associé avec son fils Édouard et son gendre Louis. C'était en 1892. Maison Paul Bardinet. Et très vite, cette maison a eu un grand succès. Alors ensuite, je pense qu'en 1995, le Bardinet va venir s'installer à Bordeaux. Voilà, alors Édouard avait fait le siège de son père en lui disant « ça va pas, on a le chemin de fer, c'est vrai, depuis 1861, qui fait Bordeaux-Limoges, mais
220 km de manutention au départ, de manutention à l'arrivée. On perd du pognon avec cette histoire. Il faut se rapprocher de Bordeaux. Et il faut aller à Bordeaux. Donc Édouard a très tôt cherché un local et bien entendu il cherchait sur le quai des Chartrons. Le négoce bordelais, voyant un industriel se pointer, a serré les coudes et ne lui a pas laissé de place du côté des Chartrons. Ça sera pour plus tard. Il a donc trouvé une place, et c'était pas plus mal, sur ce qui était la zone industrielle de Bordeaux, le long des boulevards extérieurs, où il y avait déjà les souliers Simon-Souillac, les chaussures Jourde, des vêtements, des fabricants de meubles. Tout un tas d'entreprises étaient installées près des barrières. Et lui, c'est près de la barrière Saint-Médard, la rue de l'École normale, qu'il s'est implanté en 1895. C'est là que de là va partir le grand export, si je crois. Alors c'est là que va partir l'export. Et en matière d'exportation, soyons honnêtes, Bardinet s'est quand même très bien débrouillé. Laissant la place de directeur export à son plus jeune frère, Jean. Vous vous rendez compte, un homme de 23 ans, qui était directeur export de Bardinet. Et alors là où on a de la chance, c'est que, du moins nous les autres historiens, c'est qu'à l'époque, les soldats qui avaient fait leur service militaire devaient obligatoirement, ils étaient officiers de réserve, et ils devaient obligatoirement signaler à l'autorité militaire tout leur domicile. J'ai donc pu suivre les domiciles de Jean Bardinet, directeur export. En 1902, il était en Chine, à Hong Kong et au Japon. En 1903, aux États-Unis. En 1904, Djibouti, Aden, Ceylan, les Indes, Philippines, l'Australie. En 1906, Shanghai. Et en 1902, il avait même eu la chance, en passant à Hong Kong, de porter les statuts d'une société nouvelle qu'avait voulu son frère Édouard, les fils de Paul Bardinet, enregistré à Hong Kong le 3 novembre 1902. Alors à l'époque, c'est une époque où quand même les quantités de rhum vendues étaient assez considérables. Alors les quantités de rhum vendues étaient considérables. Ça a été encore plus considérable, c'est triste à dire, à l'occasion de la guerre de 14. Pendant la guerre de 14, 1 800 000 poilus, pendant 4 ans, ont reçu tous les matins un quart de rhum. Vous imaginez la fortune que sont faits les marchands de rhum. Et pas que Bardinet, parce que le port de Bordeaux, en 1913, faisait 7000 tonnes de rhum. En 1915, c'était 27 000 tonnes. En 1916, 50 000 tonnes. Et en 1918, 91 000 tonnes. Et il s'est passé de 7 à 91 en 4 ans. Et il a décidé de créer une société anonyme, de transformer sa société en nom collectif en société anonyme, dans laquelle ses enfants seraient tous à part égale. Il avait 11 enfants, 8 filles et 3 garçons, tous à part égale. Ce qui me laisse à dire, et je trouve ça très joli, c'est que les fils de Paul Bardinet, qui était le nom de la société anonyme, étaient en fait les filles d'Édouard Bardinet, et que 64% du capital était détenu par des femmes. Et je pense que c'est ça le secret de la longévité de l'entreprise. Gérée par des hommes, mais contrôlée par leurs sœurs et leurs tantes. Ensuite est arrivé, comme vous le suggériez tout à l'heure, la guerre de 40. Et là, pendant la guerre de 40, c'était l'inverse de la guerre de 14. Plus une goutte de rhum ne rentrait dans le port de Bordeaux. Quelques barriques sont rentrées à Marseille venant de la Réunion, avec lesquelles, et un agent qu'il avait à Marseille, Patrick Bardinet, le PDG de l'époque qui avait succédé à son père, a donc fait des boissons aromatisées au rhum, ou même un rhum Patrick de son propre prénom, parce qu'il n'était pas question de donner le nom de Negrita à un ersatz. Et mon grand-père, Édouard, moi je suis très admiratif parce qu'il a eu une vie très dangereuse. D'abord le feu. On le mesure mal maintenant parce qu'il y a eu l'histoire Céveso, mais l'entrepôt Bardinet rue de l'École normale, c'était une bombe. Des milliers d'hectolitres d'alcool pur stockés en pleine ville. En 1898, le voisin juste à côté, qui fabriquait les décors du Grand Théâtre de Bordeaux, prend feu. Vous imaginez la pétoche.
Et les pompiers qui rappliquent aussi sec parce qu'ils savent qu'il y a l'entrepôt Bardinet à côté. Il n'y a pas eu de drame. En 1935, c'est au Chartron, parce qu'Édouard avait eu enfin la possibilité de trouver un entrepôt du côté des Chartrons, un bel entrepôt d'ailleurs. C'est au Chartron qu'un voisin, un menuisier, prend feu, panique, chez Bardinet, avec ses stocks d'alcool pur. Et en 1957, encore un feu, rue de l'École Normale. Là, c'est la toiture de l'atelier de mise en bouteille qui s'est mis en flamme. Heureusement, les pompiers de Bordeaux ont toujours fait impeccablement leur boulot. Il n'y a pas eu d'incident grave. Et c'est pour ça que l'entreprise, dès qu'elle a pu, est allée jouer à l'extérieur, à Blanquefort. Il y a la nature aussi était de la partie pour créer des difficultés à ce métier. En 1902, la ville de Saint-Pierre, à la Martinique, a totalement disparu par l'éruption du volcan voisin. La montagne Pelée, je crois qu'il s'appelait. Absolument, oui, en 1902. 30 000 morts, des milliers d'hectares de canne à sucre disparus. C'est en souvenir de cela qu'il y a le cours de la Martinique à Bordeaux. Exactement. Édouard Bardinet, mon grand-père, est mort en 1936. Mais son fils Patrick a continué l'entreprise. Et après Patrick, Loïc, mon frère Dominique, mon cousin Emmanuel. Alors avec Patrick, on arrive à la guerre de 40. Parce que là, on a dit, il n'y avait plus une goutte de rhum qui rentrait. Alors par contre, avec Patrick, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la fin de la guerre de 40. Les affaires ont pu reprendre, et dans la presse parisienne, en 1946, je crois, il y a eu un très gros encart, une page entière, que je vous lis. Enfin, en lettres immenses, le Négrita sortant des chais de la maison Bardinet de Bordeaux, Marseille et Paris, à la cadence de 60 000 bouteilles, pour nos fidèles clients, s'ils n'ont pas déjà été servis, le seront incessamment. Ce bon vieux Négrita retrouvera chez vous sa place d'avant-guerre. 60 000 bouteilles par jour. Ouais. C'est colossal. C'est eux qui le disent, hein, et c'est le journal qui le reproduit. D'accord. 60 000 bouteilles par jour. Ouais. Et cette histoire, ce bon vieux Négrita, ça me fait penser à ce que les Américains appellent les folks, the old folks, mais c'est les bons vieux parents. Et ça me laisse à croire que cette entreprise était une entreprise familiale, mais au bon sens du terme, sans népotisme. Et que Paul, Édouard et les successeurs ont toujours respecté profondément le personnel. Vous allez donner quelques exemples. D'abord au niveau salaire, participation, actionnariat, ils ont toujours été à la pointe. Ils ont créé des ateliers pour les femmes pendant la guerre de 14. Une pouponnière en 1925. Un dispensaire pour le personnel. Et en 1938, il y a une très belle épisode, c'est qu'ils ont embarqué tout le personnel, plus tous leurs agents qui venaient des pays étrangers, sur le quai des Chartrons, dans un chemin de fer, vu que les quais des Chartrons étaient reliés à la gare Saint-Jean. 11 voitures restaurants de la Compagnie internationale des wagons-lits pour emmener les patrons et le personnel au son d'un accordéon et d'un banjo et d'un saxophone en train jusqu'à le Verdon, où ils ont traversé en bac jusqu'à Royan. Ils ont fait la fête tant et plus à Royan et ils sont redescendus à Bordeaux. Ils ont également fait la fête en 1966 dans l'entrepôt des Chartrons. L'entrepôt des Chartrons, je vais juste en dire un mot qui me fait beaucoup rire. Le commerce bordelais, le négoce bordelais mettait une petite étiquette en cuivre avec écrit le nom du propriétaire, discrète, sur la porte de l'immeuble. Édouard Bardinet s'est pointé avec des lettres en faïence, hautes comme ça, où il y avait écrit « Négrita, les fils de Paul Bardinet », en plein quai des Chartrons, pour que les livreurs ne se trompent pas. Voilà. Et la fin de cette belle histoire, c'est pas la fin d'ailleurs, parce que ça se continue excellemment bien. C'est Sud-Ouest qui va nous la donner. Sud-Ouest, le 9 juin 1994, qui titre « Changement de pilote chez Bardinet ». L'entreprise s'était vendue, les actionnaires de l'entreprise, ils étaient nombreux,
avaient tous vendu leur part à La Martiniquaise. Et La Martiniquaise, moi je lui dis merci. Parce que d'abord, il a beaucoup apprécié mon livre, je lui avais envoyé avant même qu'il soit édité, pour qu'il le lise. Il a apprécié, il en a acheté des quantités intéressantes. Et surtout, grâce à lui, j'ai pu récolter quelques sous qui m'ont permis de me faire musicien. Merci, monsieur. D'accord. Eh bien, merci beaucoup.